Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va introduire la fonction exponentielle réelle puis complexe et introduire aussi la fameuse formule d'Euler qui va donner la forme exponentielle d'un complexe non nul. Alors, commençons par la fonction exponentielle réelle, que l'on définit souvent ainsi, comme une fonction qui prend pour valeur 1 en 0, qui a le bon coup d'être dérivable sur R tout entier et d'être sa propre dérivée. Autrement dit, on dit que c'est une solution de l'équation différentielle y' égale y. Euh, alors, imaginons que cette fonction existe et imaginons ce qui sera voué à l'échec, qu'il s'agisse d'une expression polynomiale, voire une expression polynomiale très très simple. Euh, Autrement dit, bon, est-ce que ça ne pourrait pas s'exprimer sous cette forme-là, que pour tout x, exponentielle de x est à 0, plus à 1x, plus à 2x carré, plus à n x puissance n, pour un certain entier n, et puis des réels bien choisis, à 0, à 1, 2, à n. Alors, euh, déjà, ça ne pourrait pas s'arrêter à n égale 0. Néanmoins, si on s'arrêtait à n égale 0, la valeur que prend l'exponentielle en 0 montre que forcément à 0, ça ne peut valoir que 1. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, parce qu'une fonction constante égale à 1 ne saurait être sa propre dérivée, puisque la dérivée de la fonction constante égale à 1, c'est la fonction identiquement nulle. Elle n'est pas... Donc, si je remplace f0, enfin si f0 est la fonction constante égale à 1, non, f'0, ça ne fait pas f0. Puisque f'0, ça vaut 0, mais que f0, ça fait 1. Bon, c'est un échec. Alors, pour essayer de se rapprocher un petit peu, on se dit que oui, mais alors, comme en dérivant la fonction constante égale à 1, j'obtiens 0, on va rajouter, pour obtenir le 1 que l'on souhaite, x, car en dérivant x, on obtient 1. Sauf que bien sûr, ça ne marche toujours pas. Si je note f1, la fonction qui a x associé à 1 plus x, f'1 moins f1, ça fait quoi? Ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 plus x, donc c'est la fonction qui a x associé moins x. Oui, mais alors pour se débarrasser de ce moins x, on va rajouter à f1 la fonction qui a x associé x carré sur 2, qui se dérive en x associé x. Et c'est vrai que ça nous permet de nous débarrasser de ce moins x ici, sauf que si je remplace f2 par... Enfin, si f2 est la fonction qui a x associé 1 plus x carré sur 2, quand je calcule f'2 moins f2, pardon, 1 et x vont s'en aller, mais il va me rester du moins x carré sur 2. Ah oui, mais alors je vais rajouter plus x3 sur 6. Et puis je continue. Alors, si je vais jusqu'à n pour poser fn, la fonction qui a x associé 1 plus x carré sur 2, alors 2 c'est aussi 2 factoriel, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, mais le 6 qui est là, c'est 1 fois 2 fois 3, la factorielle de 3, et on voit que le polynôme qu'on est en train de construire est celui-ci, qui a x associé 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus jusqu'à x puissance n sur n factoriel. D'ailleurs, les premiers termes, on pourrait dire que 1 c'est 1 sur factoriel de 0. Par convention, la factorielle de 0, ça vaut 1. Ce x serait x sur 1 factoriel. Alors évidemment, ça marche toujours pas, fn. Hein. Si je calcule f'(n moins fn, il va me rester x associé moins x puissance n sur n factoriel. Alors c'est un échec toujours. Mais vous noterez une chose, ce moins x puissance n sur n factoriel, il est de plus en plus petit parce que ce qui l'emporte très très fort entre ce x puissance n et la factorielle, c'est la factorielle. Du coup, l'idée c'est de se dire, mais alors, il suffit de prolonger cette somme et d'aller à l'infini. Alors là, évidemment, on rentre dans un domaine des mathématiques qui nous échappe encore un petit peu. Il faudra attendre quelques études dans le supérieur pour donner réellement du sens à ces sommes infinies. Alors, justifier que ça prend du sens comme une limite, hein, l'idée c'est de faire tendre n vers plus qu'infini dans la somme de 0 à n des x puissance k sur k factoriel. Et la fonction qu'on obtient ici prend bel et bien du sens. C'est ce qu'on appelle une série entière. Et vous verrez que non seulement ça prend du sens, pour tout x réel,
Mais en plus, la fonction qu'on obtient est dérivable. Et comment est-ce que dérive? Elle se dérive de manière aussi simple qu'on puisse imaginer. Il s'agit de dériver une somme, et il y a évidemment des conditions à réunir, mais qui ici sont parfaitement réunies dans cette fonction, que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Mais quand je dérive x puissance k sur k factoriel, il y a un k qui sort, x puissance k moins 1, et k que divise k factoriel, ça se simplifie en 1 sur k moins 1 factoriel, et en fait, le premier terme évidemment disparaît quand je dérive tout ceci, je dérive la constante 1, ça fait 0, et en fait tout se décale, et en dérivant cette expression, j'obtiens exactement la même. Autrement dit, alors évidemment, au prix de notions non encore introduites qui mériteraient une belle étude qui nous emmènerait trop loin, ceci montre l'existence de cette fonction exponentielle, pas vraiment l'unicité, mais déjà l'existence. Et la fonction exponentielle que vous connaissez, c'est bel et bien cela. C'est cette fonction qui à x associe la somme de 0 à plus qu'infini de x puissance k sur k factoriel. Alors, chose intéressante, cette somme prend tout autant de sens en remplaçant la variable x par un nombre complexe. Et en définissant la fonction qui à z appartenant à c associe la somme de 0 à plus infini des z puissance k sur k factoriel, on obtient une fonction bien définie qui va de c dans c, et qu'on appelle toujours exponentielle. Mais évidemment, c'est la fonction exponentielle dite complexe, définie sur c tout entier, valeur dans également c, bien sûr. Alors, laissons de reposer un petit peu cette exponentielle et revenons sur les fonctions cosinus et sinus, que l'on connaît bien, comme ces fonctions qui, pour le cosinus, prend pour valeur 1 en 0 et a pour dérivée moins sinus, et pour sinus, prend pour valeur 0 en 0 et a pour dérivée cosinus. On connaît aussi la parité de ces fonctions, cosinus est pair, sinus est une fonction impaire. Alors, par ailleurs, vu la définition, souvenez-vous, le cercle trigonométrique, la fonction cosinus prend des valeurs, comme la fonction sinus d'ailleurs, toutes comprises entre moins 1 et 1. Alors, en n'utilisant que cette inégalité, que pour tout x réel, le cosinus est inférieur ou égal à 1, une petite étude de fonction montre que pour tout x positif, sinus x est inférieur ou égal à x. Alors pourquoi? Quelle étude de fonction? Mettez tout du même côté, nommez la fonction qui à x associe sinus x moins x, et vous allez vous rendre compte que cette fonction prend pour valeur 0 en 0, et sa dérivée, c'est x associe cosinus x moins 1. Eh bien, cosinus x moins 1, c'est toujours négatif. Donc la fonction qui à x associe sinus x moins x, c'est une fonction qui est sur R tout entier décroissante. Or, elle prend pour valeur 0 en 0, donc sur R+, cette fonction qui à x associe sinus x moins x ne prend que des valeurs négatives. Et en fait, on va continuer ça. L'étape suivante, c'est de se dire, tiens, si on compare cosinus x et 1 moins x carré sur 2, on étudie le signe de la différence, la fonction qui à x associe cosinus x moins, entre parenthèses, 1 moins x carré sur 2, et on se rend compte en dérivant que on a moins sinus x plus x. Autrement dit, une fonction dont on connaît le signe sur R+. Et le signe de cette expression, ça va être, donc on a dit moins sinus x plus x, ou x moins sinus x, ça va être positif. Autrement dit, la fonction qui à x associe cosinus x moins ceci, moins 1 moins x2 sur 2, est une fonction qui va être croissante sur R+. Or, en 0, le 1 qu'on a mis ici a son intérêt par rapport à cela, en 0, il y a égalité entre ce cosinus x et puis 1 moins x carré sur 2. Autrement dit, la fonction différence s'annule en 0 et est croissante sur R+, donc ne prend que des valeurs positives sur R+. Et on peut continuer comme ça. On peut continuer avec le signe, la comparaison entre, toujours sur R+, sinus x et x moins x cube sur 6, parce qu'en mettant tout du même côté et en dérivant, on se rend compte qu'on a juste besoin de connaître le signe de cosinus x moins ceci. Et donc, le signe de cette différence ici de gauche à droite étant positif, la fonction qui à x associe sinus x moins x cube sur 6, entre parenthèses, c'est une fonction croissante sur R+, et elle vaut 0 en 0, donc elle ne prend que des valeurs positives sur R+. Et puis on continue encore. Et je pense que vous me voyez sans doute venir. Maintenant, si je
compare cosinus x et 1 moins x2 sur 2 plus x puissance 4 sur 24. 24, pourquoi 24? Parce que 24, c'est 4 fois 6. Et si c'était 3 fois 2, et ainsi de suite. On voit apparaître des factoriels, bien sûr. 24, c'est aussi la factorielle de 4. Donc le signe de cette différence sur R+, se déduit là encore d'une étude de fonction dont la dérivée est x moins x cube sur 6 moins sinus x, autrement dit, ne prend que des valeurs négatives, et cette fonction, la fonction différence prend pour valeur 0 en 0, donc pour tout x positif, j'ai ceci. On continue encore, il n'y a pas de raison de s'arrêter. On arrive alors aux encadrements suivants pour tout x positif, que le cosinus de x est encadré entre d'un côté cette somme, alors on s'arrête avec un dernier terme avec un signe plus devant, ici x puissance 2n sur 2n factoriel, et de l'autre côté, presque la même somme, sauf qu'il y a un terme de plus que la somme à droite, affublé d'un signe moins x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel. Et pareil pour la fonction sinus, à la différence que ce sont des termes de puissance impaire qui apparaissent dans ces sommes. Donc ici j'ai été jusqu'à x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel à la droite, et un terme de moins de la somme de gauche, mais qui, à ceci près, est pour ainsi dire la même que la somme à droite. En fait, l'écart qu'il y a entre l'expression qui est ici à droite de cosinus x et l'expression qui figure à sa gauche, qui minore cosinus x, c'est ce terme, moins x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel. Eh bien, voyez-vous, même si x est grand, hein, les factoriels qui sont ici vont toujours finir par l'emporter sur la puissance. Et le terme qui est ici va tendre vers 0. Autrement dit, l'encadrement qu'on a donné de cosinus x ici permet de se rendre compte que cosinus x va être une limite, la limite de l'expression que l'on a écrite ici quand on fait tendre n vers plus l'infini. Autrement dit, quelque chose qui ressemble un petit peu à l'expression qu'on a donnée de l'exponentielle, à ceci près qu'il n'y a que des puissances paires, il y a des signes alternés, mais sinon ça ressemble un peu. Et pareil pour le sinus, car entre l'expression qui est à gauche et l'expression qui est à droite, il y a juste un terme qui s'est rajouté ici, qui, si n est grand, va être rendu aussi petit qu'on le veut, hein, quand on fait tendre n vers plus qu'infini, qui indique donc que à la fois une expression de cosinus x est connue pour x positif et une expression de sinus x, en passant à la limite sous la forme de cette somme infinie, donc des moins 1 puissance p x puissance 2p sur 2p factoriel pour le cosinus, et de cette somme des moins 1 puissance p x puissance 2p plus 1 sur 2p plus 1 factoriel pour le sinus. Alors, ces formules sont établies grâce aux encadrements précédents et un passage à la limite pour tout x positif, mais comme la fonction cosinus est paire, si je remplace x par moins x, ça ne change rien ici, mais il se trouve que ça ne change rien là non plus, donc l'expression qui est ici est valable aussi pour x négatif, et à droite, ici pour le sinus, la fonction sinus est impaire, sinus de moins x est moins sinus x, mais il s'avère qu'en remplaçant x par moins x à droite, on obtient également l'opposé, qui indique donc que cette égalité est aussi valable pour x, un réel négatif. Autrement dit, on connaît ces écritures de cosinus et sinus pour tout x réel. Bon, mais alors on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le lien entre ces écritures et puis l'exponentielle qui, souvenez-vous, était cette somme des x puissance n sur n factoriel. Alors, il y a ces moins 1 puissance p qui nous gênent un petit peu. S'ils n'étaient pas là, on voit qu'il suffirait de faire la somme de cosinus x et de sinus x pour avoir exactement l'exponentielle. Alors, ce n'est pas exactement le cas. Mais il y a une astuce qui est d'exprimer non pas l'exponentielle de x, mais si je mettais du i dedans, exponentielle de ix, qu'est-ce que ça me donnerait? Alors, si je calcule l'exponentielle de ix, ce serait la somme des ix puissance k sur k factoriel, seulement i est une racine carrée de moins 1, autrement dit, i à la puissance 2p n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance p, que i à la puissance 2p plus 1, c'est donc i fois i puissance 2p, donc i fois moins 1 puissance p, et du coup, de l'écriture de l'exponentielle de x, en séparant les termes pairs, d'indices pairs de la somme de ceux d'indices impairs, on voit apparaître
Pour la somme des termes d'indice pair, cette somme des moins 1 puissance p, x puissance 2p sur 2p factoriel, vous aurez reconnu le cosinus de x. Et pour les termes d'indice impair, alors ils sont tous en facteur de i, des imaginaires purs, et la somme des moins 1 puissance p, x puissance 2p plus 1 sur 2p plus 1 factoriel, et vous aurez reconnu sinus x. Et voici la fameuse formule de l'air, plus ou moins démontrée. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails quant à ces fameuses séries entières et ces sommes infinies. Il faudra attendre un petit peu dans le supérieur pour avoir des démonstrations propres et soignées de tous ces résultats. Mais je pense qu'on commence à comprendre que, ah oui, voici comment une exponentielle imaginaire peut faire apparaître ces fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Alors, voyons un petit peu de formules trigonométriques qui se déduisent de tout ceci. Bon, bien sûr, on a compris que dans l'exponentielle imaginaire, donc d'argument x réel, l'exponentielle ix, le cosinus n'est autre que la partie réelle de l'exponentielle x et le sinus, la partie imaginaire. On en déduit les fameuses formules de l'air, bon, qui sont un petit peu voilà, une autre manière de voir la formule de l'air qu'on vient d'établir, en se souvenant que la partie réelle d'un complexe Z peut être obtenue en additionnant à Z son conjugué. Quand on fait Z plus Z bar, souvenez-vous, c'est 2 fois la partie réelle. Quand on fait Z moins Z bar, c'est 2i fois la partie imaginaire. Ben alors, on peut extraire la partie réelle d'un complexe Z par l'expression Z plus Z bar sur 2 et sa partie imaginaire par Z moins Z bar sur 2i. Mais si j'applique ça à l'exponentielle imaginaire exponentielle x, ben j'en déduis que cosinus x, c'est donc l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2, et le sinus de x, l'exponentielle x moins l'exponentielle de moins x sur 2i. Formule très très importante. On pourra par exemple linéariser cosinus puissance 2, 3, 4 en s'aidant de ces formules. On élèvera cette expression à la puissance qui va bien, 2, 3, 4, et on se rendra compte qu'en mettant en commun les termes complexes conjugués, on va faire apparaître une combinaison linéaire de fonctions trigonométriques sans qu'il y apparaisse de puissance. Et si on a par exemple un calcul de primitive à faire, ce sera la méthode de choix pour calculer une telle primitive. Alors, on connaît la formule exponentielle z plus z' égale exponentielle de z fois exponentielle de z'. En fait, elle sort d'où cette formule? Elle peut sortir de l'expression qu'on a donnée de l'exponentielle sous la forme de cette somme des z puissance n sur n factoriel. Alors évidemment, ça suppose connu plein de choses. Ça suppose connu la théorie des familles sommables, des familles infinies que l'on somme. L'idée des familles sommables, c'est que quand une famille est sommable, même infinie, l'ordre de la sommation n'a pas d'importance. On peut regrouper les termes de la somme dans tous les sens qu'on veut. Et additionner à la connaissance de la formule du binôme, comme vous ne connaissez peut-être pas encore très bien, qui donne le développement de a plus b à la puissance n, avec des coefficients combinatoires qui eux-mêmes s'expriment avec l'aide de factoriel, eh bien on établirait cette formule remarquable de l'exponentielle qui transforme la somme en le produit des images. Là, je vous invite évidemment à admettre cette formule qui est valable quels que soient les complexes z et z', donc aussi bien pour l'exponentielle réelle que vous connaissez que pour l'exponentielle imaginaire, voire de cette exponentielle encore un peu plus riche qui mélange un petit peu les deux. Alors, une conséquence est que si je prends le cosinus de a plus b, le sinus de a plus b, que je mets tout ça sous la forme de l'exponentielle imaginaire d'argument a plus b, c'est le produit des exponentielles imaginaires correspondantes, et en développant du coup ces expressions, et en séparant partie réelle, partie imaginaire, je déduis une expression du cosinus de a plus b, cos A cos b moins sin A sin b, ainsi qu'une expression du sinus de a plus b, sin A cos b plus cos A sin b. Alors, on déduit plein de choses de ces formules, en particulier les linéarisations immédiates que
vous seriez bien inspiré d'apprendre de cos carré et sin carré qui vont s'en déduire. Alors, le cosinus de 2x, ça vaut donc cos x moins sin x, cos carré moins sin carré. Mais en combinant cette expression avec la formule classique de trigonométrie cos carré plus sin carré équivaut 1, eh bien on peut éliminer sinus carré ou éliminer cos carré. Hein. Éliminer sin carré, c'est le remplacer par 1 moins cos carré, ce qui va donner 2 cos carré x moins 1, ou si je préfère éliminer cos carré, en remplaçant par 1 moins sinus carré, ça va me faire 1 moins 2 sinus carré x. Quant à sinus de x, bah c'est sinus x cosinus x plus cosinus x sinus x, bref, 2 sinus x cosinus x. Et de cette expression qui est là, 2 cos carré x moins 1 qui vaut cos de 2x, bah j'isole cos carré et ça me donne cos carré x égale 1 plus cos de 2x sur 2. Et je fais pareil pour sinus carré ici. Sinus carré x égale 1 moins cos de 2x sur 2. Ce sont des formules qu'il est bien pratique de retenir parce que il n'est pas rare qu'on ait justement à intégrer du cos carré sur un certain intervalle. Et vous y parviendrez beaucoup plus facilement avec la formule linéarisée que directement avec le carré, bien sûr. Alors, il est temps d'attaquer la forme exponentielle d'un complexe qui nous manquait encore. Alors déjà, le cercle trigonométrique est formé, on le sait, des points de coordonnées cos θ, sin θ. Et donc, tout point sur le cercle trigonométrique, tout point de coordonnées xy réelles, tel que x carré plus y carré égale 1, admet aussi, enfin peut s'exprimer, ce couple de coordonnées sous la forme cos θ sin θ pour un θ réel qui va être unique modulo 2π. Du coup, pour un complexe Z quelconque, de partie réelle x, de partie imaginaire y, alors x s'écrit sous la forme cos θ, de module 1, autant pour moi, sinon ça ne marcherait pas. Alors il se met sous la forme de cos θ plus i sinus θ, autrement dit sous la forme exponentielle iθ, pour un θ que l'on sait unique modulo de π. Et maintenant, si je prends un complexe non nul, mais qui n'est pas supposé de module 1, eh bien, je divise z par son module, z sur z bar, et j'obtiens alors un complexe de module 1, lequel s'écrit sous la forme exponentielle iθ pour un θ que je sais unique modulo de π. Ça donne l'écriture suivante de z, qui est module de z exponentielle iθ, qu'on appelle la forme exponentielle de z, et qui permet d'attribuer à z, donc on connaissait son module, également un argument θ, alors un argument qui n'est pas unique, mais qui n'est unique que modulo de π, c'est-à-dire à un multiple entier de 2π près. Alors, ça sert à plein de choses, la forme exponentielle d'un complexe, mais une utilisation bien utile, c'est de permettre de mieux comprendre le produit de complexe. Alors, on va voir, bon déjà, si je prends deux complexes, z et z', dont je connais, pour l'un comme pour l'autre, la forme exponentielle, module de z exponentielle iθ pour le premier, module de z' exponentielle iθ' pour le second. Le calcul du produit, alors on met d'un côté le produit des modules, et puis de l'autre le produit des exponentielles imaginaires, qui n'est autre que l'exponentielle imaginaire d'argument, la somme de θ et θ'. Donc, on voit que ça permet de comprendre un petit peu géométriquement quel va être ce produit. On va y revenir sur un dessin. Le produit de z et z', si j'associe à z et z' des vecteurs, ça va être un vecteur dont la norme est le produit des normes et dont un angle fait avec l'horizontale, parce que c'est de cela qu'il s'agit évidemment, avec l'argument du complexe ici z, va être obtenu comme la somme de l'angle fait par le premier avec l'horizontale et de l'angle fait par le second vis-à-vis de l'horizontale. Et il est également très agréable de présenter sous la forme exponentielle le fait d'élever à une puissance n un complexe donné, beaucoup plus simple que de partir de la forme algébrique, parce qu'imaginez évidemment, si vous prenez la forme algébrique, vous allez devoir développer x plus y puissance n, c'est pas infaisable, mais ça donne une somme tout de suite un petit peu pénible. Alors que sous la forme exponentielle, le complexe z égal à la puissance n, c'est le module de z à la puissance n, fois l'exponentielle de iθ elle-même élevée à la puissance n, et avec une petite récurrence,
au fond c'est la formule de De Moivre hein, qui agit ici, on obtient l'exponentielle de IN θ. Alors, voici sur un dessin comment s'exprime l'application qui au complexe Z associe A fois Z. Alors, A est un certain complexe que je représente par un vecteur qui a donc une certaine norme, le module de A, et qui fait un angle orienté à partir de l'horizontale, les angles étant évidemment mesurés avec l'orientation traditionnelle, que les angles sont comptés positivement si l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc cet angle θ aurait ici une mesure de moins pi sur 4. Hein. Pardon, θ alpha, autant pour moi. Et donc, mon complexe Z, lui aussi, je le interprète comme un vecteur, géométriquement, un vecteur qui a une certaine norme, le module de Z, et puis qui fait un certain angle orienté avec l'horizontale, ici, θ. Ben, le produit de A par Z est un vecteur dont la norme est le produit des normes respectives du vecteur associé à A et du vecteur associé à Z, et où l'angle fait vis-à-vis de l'horizontale est donné par la somme de l'angle θ que faisait le vecteur associé à Z vis-à-vis de l'horizontale et de l'angle alpha que faisait le vecteur associé à A vis-à-vis de l'horizontale. Donc, je pense que les choses sont un peu plus faciles à comprendre ainsi. On multiplie la norme de Z par une valeur fixée, la norme de A, et on ajoute un angle alpha à l'angle θ qu'effectue le vecteur associé à Z vis-à-vis de l'horizontale. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.